Elles sont déjà massivement déployées aux États-Unis, en Chine ou encore au Royaume-Uni. Les caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale agitent les débats et suscitent les inquiétudes. Au Maroc, l'installation de ces dispositifs s'accélère. Les projets sont menés en partenariat avec la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale, dans la plus grande discrétion. La technosurveillance est en marche. Quels enjeux, quelles perspectives? Doit-on accepter d'être surveillé pour être en sécurité? Le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et pour ce numéro, nous avons invité Nadia Hachimia Alaoui. Vous êtes docteur en sciences politiques, également chercheuse et enseignante au sein de l'Université internationale de Rabat. Et Nasser Ktani, vous êtes entrepreneur et expert dans le domaine de la transformation digitale, fondateur d'Akan, la première fintech de crowdfunding agréée par la Banque centrale au Maroc. Et également, on le rappelle, vous êtes président de l'Association marocaine des délégués à la protection des données personnelles. Madame, monsieur, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. Une question grand angle pour commencer, ça va être pour vous, Nadia. On a récemment appris que de nouveaux dispositifs de vidéosurveillance seront bientôt installés à Rabat. Casablanca devrait très rapidement lui emboîter le pas. Le Maroc est-il en train d'opérer son virage techno-sécuritaire ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors, virage sécuritaire, ça fait un moment. Ouais. Et c'est précisément aussi dans ce moment de contraction sécuritaire, finalement, que va se déployer un certain nombre de technologies. Là-dessus, on est au diapason de ce qui se fait à l'international. Moi, je reviens sur un terme que vous avez employé dans votre lancement, c'est en toute discrétion. Et la question, me semble-t-il, autour des questions de vidéosurveillance, qui est l'objet d'un débat quand il est l'objet d'un débat à l'international, c'est un débat qui est souvent polarisé avec les pour et les contre. C'est un débat qu'on n'a pas chez nous. D'abord, c'est la première des choses. On a absolument que d'autres pas... pays ont et qu'ils ne parviennent pas spécialement à dépassionner. Vous voyez, complètement. Nadia, voilà. Qui d'abord est très polarisé. Moi, la question, plutôt avec mon œil mes lunettes de politiste, c'est plutôt la question de l'encadrement. D'accord, de ces pratiques. La question de leurs usages aussi, au-delà de ses biens, son efficacité, c'est la question des usages. Qui va utiliser? Dans quel cadre? Là où, surtout, on le voit ailleurs, où se posent des questions en termes de, au-delà des libertés individuelles, mais des questions des droits humains, d'accord, qui est extrêmement important sur ces pratiques, ces techniques sécuritaires. Sur cette question des droits humains, en effet, qui a posé beaucoup de questions ces dernières années, notamment dans des pays où il y a eu d'énormes dérives comme la Chine. Mais restons sur cette question grand angle. Et je m'adresse à vous, Nasser Ktani. Je rappelle que vous êtes expert reconnu dans le domaine de la transformation digitale. Sur ce virage techno-sécuritaire, est-ce qu'on est en train de l'entamer au Maroc et les peurs face à cette techno-surveillance, est-ce qu'elles sont fantasmées ou est-ce qu'elles sont justifiées? Écoutez, elles sont justifiées. Oui. Parce qu'on n'a pas encore une idée claire de ce qui va être fait. La réalité, c'est qu'on a appris ça. Maintenant, on ne connaît pas les détails. Et comme vous l'avez dit, c'est pas un sujet qu'on est en train de débattre. En fait, la société n'en débat pas. Il n'y a pas de discussion, par exemple, de ces sujets-là dans le Parlement, qui est l'endroit où on doit discuter de ça. La société civile n'est pas impliquée dans ces discussions. Et donc, on ne sait pas réellement quel est le fin fond du sujet. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui est fait? Pourquoi faire? Quelle est la finalité de ces traitements? C'est pas simplement qui est-ce qui les collecte, c'est pourquoi faire. Le vrai sujet, c'est pourquoi faire. Et ça pose la question de la souveraineté des données personnelles. Souvent, ça va ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on collecte? Pourquoi faire? Où est-ce que ça va? Qui est-ce qui les regarde? Combien de temps on va les garder? Etc. Il y a tout un tas de sujets qui sont posés et qui doivent, à mon avis, être encadrés de manière très, très sérieuse. Oui. Alors, on rappellera, juste pour information, que la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, la fameuse CNDP, vient tout juste de publier un communiqué pour annoncer qu'elle allait ouvrir des auditions auprès d'experts, d'experts scientifiques, professionnels et aussi des ONG, des associations, pour tenter de cerner cette problématique. On reviendra, d'ailleurs, peut-être sur les arbitrages que pourrait faire la CNDP sur cette thématique-là. En tout cas, on parle ici de technologie complexe, Nadia Hachimia Alaoui, qui évolue très rapidement, dont le fonctionnement, vous l'avez très bien expliqué, échappe à la compréhension du grand public, car il y a la vidéosurveillance algorithmique, puis celle de reconnaissance faciale, c'est des thématiques
vraiment très complexes. En fait, on peut se demander en quoi concrètement est-ce qu'elles vont optimiser notre sécurité et concrètement est-ce qu'on peut s'en passer? En tout cas, on s'en est passé jusque-là. Donc, voilà. Déjà la question. Non, mais ça soulève toute une série de questions sur ces usages. Alors, est-ce que ça va être un outil répressif? Ça, c'est pour le courant plutôt négatif. Une aide à la police, ça, c'est ceux qui sont pour, en disant, en gros. Moi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on le discours autour de ces techniques qu'on voit émerger, puisque ça fait l'objet de quelques articles de presse. C'est là-dessus qu'on peut se baser aujourd'hui. Et effectivement, le discours, il revient sur quoi? Eh bien, sur la protection des citoyens. C'est ça. D'accord. Donc, effectivement, tout le monde on joue sur une question où tout le monde souhaite être protégé, sur la protection des citoyens, et puis alors sur aussi le caractère sur Casablanca, sur le caractère smart city, ville intelligente. Donc, le critère de légitimité, c'est effectivement assez classique, protection. Ça joue sur le côté technique. Au Maroc, on a aussi un rapport à l'expertise et à la technique, en imaginant toujours que la technique est neutre. Oui. C'est-à-dire que effectivement, il y aurait pas de biais. Or, attention, derrière cette idée de technologie, les technologies ne sont pas neutres. On les programme, on les place, les caméras, on décide qui on va surveiller. Oui. Et donc, toutes ces questions, les questions éminemment politiques, sont aujourd'hui dans le débat public très lissées. Et je relèverai une chose qu'il faut aussi mettre en perspective. On l'annonce aussi avant la Coupe du Monde. Et c'est ce qui s'est fait en France aussi. Avec en France, par exemple, qui était assez Olympiques. Réticente, où il y avait un débat sur ces questions-là. C'est les Jeux Olympiques qui ont permis d'accepter l'idée. Or, la réponse, elle est dans votre question. C'est, quel type de criminalité on a au Maroc, qui nous permettrait de dire que ça serait une aide suffisante à la police? Est-ce que, en quoi, qui et quel type de criminalité on va viser pour rassurer le citoyen là-dessus, mais on y reviendra au cours du débat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pour compléter votre propos, on rappellera aussi que la reconnaissance faciale a été introduite en Russie en 2018 dans le contexte de la Coupe du monde de football. Et au départ, comme ça a été fait en France, ça a été annoncé comme un dispositif expérimental, mais qui a été maintenu par la suite. Nassar Kestani, l'un des arguments qui est mis en avant par les détracteurs de ces dispositifs sécuritaires qui fonctionnent sur la base de l'intelligence artificielle, c'est qu'il n'existe pas d'études sérieuses et indépendantes qui démontrent l'efficacité de ces mécanismes, mais qu'en revanche, les violations de la vie privée, voire des droits humains, elles sont bien réelles. Ça pose forcément une question d'efficacité. Est-ce qu'on doit forcément en passer par là? Oui, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui est... ça peut être efficace. Oui. Je veux bien le comprendre. Maintenant, surveiller 40 millions de Marocains pour arrêter un criminel, moi, ça me pose un problème. Intellectuellement, il y a un souci. Et ce n'est pas parce que la technologie permet de faire quelque chose qu'il faut l'utiliser. Je veux vraiment rester là-dessus. On est dans une logique, et je rebondis sur ce que disait Nadia, de dire que, en fait, il y a une expression américaine qui dit quand on a un marteau à la main, tout ressemble à un clou. Et là, on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on a un problème, peut-être qu'on a des problèmes de sécurité, probablement, certainement, on voit bien le travail que la police a fait et on est très très content mais est-ce qu'on a besoin de passer par ça? C'est ça. Pour être de plus en plus en sécurité? Moi, je me pose cette question. Et je peux comprendre l'usage de l'utilisation des caméras. Je ne comprends pas encore l'usage de la reconnaissance faciale, qui est un deuxième niveau. On peut utiliser les caméras pour surveiller des accidents de la route, pour surveiller des départs de feu, pour surveiller des objets qui sont laissés dans la rue qui peuvent être ressembler à des bombes. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Mais pour reconnaître des êtres humains, il y a un vrai sujet. Et ce sujet-là dépasse simplement un problématique de sécurité, parce qu'il y a une question de qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Est-ce qu'on va les utiliser quelques années après pour dire, on vous avait vu avec votre copine à tel
endroit? Est-ce que on va les utiliser dans un débat politique à certains moments, etc., etc. C'est des vrais enjeux. Il faut les poser. Et on peut pas simplement les laisser en disant non, c'est la sécurité nationale, etc. Je pense que c'est et donc il y a une question d'efficacité autour de ça. Mais croyez-moi, ces sujets-là, tout le monde parle de la Russie, etc. Les premiers à l'avoir installé, c'est la plus grande démocratie au monde qui est l'Angleterre. Les premiers à avoir installé ça sont les Anglais. Les Américains sont venus beaucoup plus tard, les Chinois beaucoup plus tard, etc. Mais ce sont les Anglais qui l'ont installé les premiers pour le tester. D'ailleurs, dans les Jeux Olympiques qu'il y a eu en Angleterre, très tôt. Oui. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant, c'est utilisé partout. Et c'est un vrai sujet. Il y a d'autres sujets sur lesquels j'aimerais pouvoir peut-être revenir, mais il y a la question de l'efficacité. Oui. Est-ce que c'est efficace? Probablement. Est-ce qu'on augmente l'efficacité où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au gain d'efficacité qu'on pourrait avoir? C'est un vrai sujet. Certains disent que ces dispositifs de caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale permettent de renforcer ce qu'ils appellent une police prédictive, qui est là justement pour anticiper les crimes. Et là encore, eh bien, ça pose aussi... Minority Report, et là encore, ça pose un problème de droits humains, de liberté. On va arrêter les gens avant qu'ils fassent quelque chose. Et de respect. Simplement en disant, tiens, il va peut-être faire quelque chose. Et c'est déjà précisément arrivé à New York pour un jeune militant de Black Lives Matter et dont l'affaire a été reprise et relayée par une ONG comme Amnesty International qui milite essentiellement contre l'installation de ces dispositifs. C'est intéressant que vous ayez mis en avant cette chronologie Nassal Khtani, parce qu'à échelle mondiale, les premiers déploiements de caméras de surveillance dites classiques dans l'espace public datent des années 1990 à peu près, Nadia Hachimi-Alaoui, et c'est un déploiement qui à l'époque a été davantage instrumentalisé politiquement, disons, pour rassurer la population, répondre à des attentes en matière de sécurité publique. Alors, d'une part, il y a l'enjeu sécuritaire qui devient un argument politique de taille, et ça l'est encore aujourd'hui, mais le revers de la médaille, eh bien, c'est l'opacité qui entoure l'usage de ces nouvelles technologies. Ça crée forcément beaucoup de suspicions, et on a l'impression que la transparence dans le débat est impossible, en fait, quand on ouvre ce dossier-là. Vous le dites vous-même, imaginez s'il y a une opacité dans le débat, dans des sociétés, disons, démocratiques, où la question du débat public, ou la question des contre-pouvoirs, ou la question de l'encadrement de la pratique sécuritaire est quelque chose, et la norme, imaginez dans le cas contraire. Et je trouve que, moi, j'ai pas du tout sur le débat efficace ou pas, effectivement, on peut se poser la question de son déploiement, du coût du déploiement par rapport à l'efficacité. Je pense que ça, c'est des débats de politique publique. Mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça nous dit de la pratique sécuritaire. Et de qui maîtrise aujourd'hui la pratique sécuritaire. Parce qu'on n'a absolument pas de débat là-dessus. Et pour ça, je voudrais revenir un peu, vous avez parlé de l'historique du déploiement, mais un peu l'historique chez nous. Parce que moi, ce qui me dérange, ce que je trouve très dérangeant, c'est que ce déploiement de nouvelles technologies plus intrusives, plus individualisées, encore plus opaques, se déploie au Maroc dans un contexte, dans un moment historique, où on a un affaiblissement on a un affaiblissement du champ de défense des droits humains. On a une contraction autoritaire depuis quelques années extrêmement fort, depuis 5-6 ans, au nom justement de la lutte contre le terrorisme, beaucoup. Et donc, c'est important de revenir sur l'historique de notre pratique sécuritaire pour aussi se poser les bonnes questions aujourd'hui de qui va, à quoi ça va servir. On a eu historiquement, l'appareil de sécurité marocain s'est construit à l'indépendance avec une focalisation qui était de pouvoir contrer la menace putschiste et qui était centrée sur sur les militants de gauche et d'extrême gauche, avec une pratique policière qui était absolument pas encadrée. C'était les enlèvements, c'était des enlèvements, c'était des disparitions, c'était de la torture pour avoir de l'information et pour dénoncer encore plus. Ce moment-là s'est vu complètement changer dès les années 90, d'abord avec l'ouverture politique, avec finalement la menace putschiste à partir du moment où les gens de gauche, il y a eu ce pacte avec la monarchie, donc la menace putschiste n'avait plus de sens. Et puis on a fait très courageusement l'instance Équité et Réconciliation en 2005 pour tourner la page de ces années de plomb et de ces pratiques arbitraires, avec l'idée d'encadrer la pratique policière. C'est ça l'enjeu de l'IERS, c'est de dire on tourne la page et donc comment s'est redéployé l'autoritarisme au Maroc? Comment les modalités de l'autoritarisme policier s'est redéployé? Eh bien, il s'est redéployé avec la lutte
contre le terrorisme. Oui. Avec la lutte contre le terrorisme, qui est une menace qui plane encore et qui est concrète. Tout à fait, et qui plane et qui. Mais je veux dire, à travers ce que, d'un point de vue, ce que la société était capable d'accepter face à cette menace réelle, eh bien, a permis aussi à transformer la pratique policière. Et aujourd'hui, au nom de la lutte contre le terrorisme, vous avez les pratiques autoritaires se sont aussi largement transformées. Comment? En se judiciarisant. On a eu, et ça on n'en parle jamais dans le débat public, on a eu avec la refonte des services de sécurité au Maroc, vous savez, DGSN et renseignements, qui se fondent en une seule entité, avec la création d'un bureau de pointe, le Bureau central d'investigation, d'accord, qui est extrêmement puissant. Eh bien, vous avez aussi des pratiques que vous n'avez jamais eues dans l'histoire sécuritaire du Maroc, d'accord, où vous avez les officiers de renseignement, qui étaient avant la DST, qui travaillaient, ceux qui amènent le renseignement et qui ensuite va le délivrer aux policiers, à la DGSN, d'accord, qui va, elle, mener l'enquête, etc. Aujourd'hui, c'est les mêmes. Ceux qui collectent le renseignement, ceux qui arrêtent et ceux qui font les PV d'enquête sont les mêmes. Et donc, se sont déplacés sur la justice. Les pratiques, l'autoritarisme, c'est judiciarisé. D'accord? Et je me dis des techniques comme ça, qui sont des techniques des techniques qui vont permettre de collecter de la preuve, d'accord? Utilisées par ceux-là même qui font l'enquête. Il y a un risque fort, sans encadrement et sans débat, pour que ça renforce encore plus une opacité dans la pratique policière aujourd'hui. Et vous avez dit un mot très intéressant, Lady Hachimi Alaoui, c'est le seuil d'acceptabilité. Est-ce que la pandémie n'a pas été un grand moment d'accélération inédit, justement, pour le déploiement de ces nouveaux dispositifs sécuritaires? Je parle pas spécialement de caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale, mais on s'en souvient, le ministère de la Santé avait lancé Wiqaitna à l'époque, cette application de mobile de notification pour voir si... J'ai participé à son développement. Oui, voilà, ça tombe bien. Pour voir si une personne est exposée au Covid-19, ça avait posé quand même de sérieuses questions sur la question, sur le sujet de la protection des données personnelles. L'intérieur donc avait déployé aussi, on s'en rappelle, à cette même période, dans certaines zones des caméras embarquées sur des drones. Finalement, en fait, le Covid a prouvé que la peur de la surveillance généralisée est fantasmée, puisque on s'est tous pliés à la règle à cette époque-là. Oui, c'est vrai que le Covid a été un accélérateur pour qu'on puisse, d'une certaine manière, accepter plein de choses de mon point de vue. Pour moi, ça a été un test pour qu'on puisse accepter, en tant que société, des choses qui pouvaient venir par la suite et qu'on n'aurait pas pu accepter il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, sur les caméras de surveillance avec de la reconnaissance faciale, on en a depuis des années. Je veux dire, c'est pas nouveau. Dans l'espace public. Je pense que certainement dans les aéroports on doit en avoir, dans les gares on doit en avoir, etc. Peut-être pas dans la rue et tout, mais dans un aéroport, clairement, aujourd'hui quand vous arrivez à un aéroport, il y a des caméras partout et je suis persuadé qu'il y a de la reconnaissance faciale. Dans le monde entier, ils ont sur les aéroports pour des questions de sécurité, etc. Donc c'est pas une pratique nouvelle d'une certaine manière, elle existe. Maintenant, on nous dit qu'elle est généralisée dans la ville, elle est généralisée dans les ronds-points, elle est généralisée dans les rues, elle est généralisée dans les malls, elle est généralisée, ça pose un problème. Au Maroc, on est sur le point de généraliser justement avec les échéances sportives importantes qui nous attendent. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas de l'information. Oui, la seule chose qu'on a, c'est ce qui est sorti dans la presse. C'est ce qui est sorti dans la presse. Donc, on attend de voir la réalité de est-ce que c'est vrai ou pas. Et donc, il faut l'observer. Et je pense qu'il faut avoir ce débat dessus. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, effectivement, le Covid a été maintenant. Pendant le Covid, cette fameuse application Wiqaitna, et je faisais partie de l'équipe de développement de cette application, et en particulier, le rôle que j'avais, entre autres, j'étais celui qui discutait pour le ministère de l'Intérieur avec la CNDP, pour pouvoir obtenir les autorisations. Eh bien, on a fait le travail technique pour faire en sorte qu'à aucun moment, il n'y avait une collecte de données à caractère personnel. On n'a jamais collecté ça. Les gens, je reviens dessus parce que pour moi c'était très important, sinon je ne faisais pas le projet. C'est une question de personnel. Cette application n'a jamais surveillé les gens, elle n'a jamais collecté les informations des gens, on n'a même pas collecté les numéros de téléphone des gens. Il faut le savoir. Et la CNDP le sait, les applications ont été auditées, on a même mis le code source
en open source pour que les gens puissent le regarder et l'auditer. Il y a eu un fantasme dessus, mais je peux vous dire qu'il y a eu le travail technique à un moment donné pour dire il est possible d'utiliser de la technologie de manière intelligente sans surveiller les gens pour atteindre un objectif. Donc c'est possible. Justement, c'est possible. C'est possible quand on a une base légale. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est illégal. Ça veut dire que, par exemple, pendant très longtemps, la vidéosurveillance, vous l'avez rappelé, elle existe, mais elle n'est pas encadrée par une base juridique. Mais aujourd'hui, on a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Oui, sur la protection des données. Mais ça, c'est une... Non, mais si on a de la surveillance... Mais est-ce qu'elle traite précisément aussi du cas de figure de récolte Elle traite la loi dont on dispose aujourd'hui, la loi 0908 dont on dispose, elle traite de ce sujet-là. Il faut qu'elle soit Est-ce qu'elle répond aux enjeux et aux défis que représentent aujourd'hui ces fameuses si elle est appliquée, caméras de reconnaissance faciale, j'insiste, si elle est appliquée, on est bon. Si il y a un problème d'application de cette loi, est-ce qu'elle va être appliquée correctement ou pas? Et c'est ça le vrai sujet. Mais notre loi, je le dis, elle traite de ce sujet-là de manière très correcte. Elle prévient le mauvais usage de ce sujet-là. Et si, je l'espère, les autorités font leur travail, on pourra le faire dans le respect de notre loi actuelle. Maintenant, je ne sais pas si ça va être fait. C'est une question. Mais c'est un vrai sujet. Mais on a une loi qui encadre ça. Je suis désolé. On a vraiment une loi qui l'encadre. Moi, je parle aussi de... je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. En gros, là, de quoi on parle? De ce que j'ai lu dans la presse. On parle de 3 types d'algorithmes, où il y a la reconnaissance faciale. C'est comme vous dites, c'est de la vidéosurveillance. D'accord? Il y a le suivre des individus, de pouvoir les suivre individuellement. Voilà, il y a des caméras identification, des caméras détection, et l'enjeu est différent. Et puis, il y a le 3e algorithme, donc, que vous évoquiez tout à l'heure, qui était la question de détecter ce qu'on pourrait appeler des événements anormaux. On peut imaginer que pendant cette Coupe du Monde ou autre, on va chercher à pouvoir anticiper sur un certain nombre de comportements. Donc, ça... la question, si effectivement on a plutôt une législation qui fonctionne sur, en tout cas elle existe sur la protection des données, moi c'est pas tellement que sur ça, si tant est qu'elle est appliquée, comme vous l'avez dit, c'est plutôt, prenons détection des comportements anormaux. Ça, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas la machine, c'est pas des technologies qui sont autonomes, c'est des gens qui vont programmer qu'est-ce que c'est qu'un comportement anormal. C'est comme, vous savez, c'est comme dans les luttes, exactement comme la loi antiterroriste qu'on a, comme dans la lutte antiterroriste. À partir de quand vous constituez une menace? C'est ce curseur-là, c'est ce curseur. Où est-ce qu'on le met? Est-ce que on va pouvoir arrêter des délinquants? C'est quoi le problème au Maroc? J'ai compris. Votre sujet, précisément, Nadia Hachimi Alaoui, c'est de définir à quel moment l'usage et le recours à ces technologies est proportionnel. Non, mais comment les programmes? Qui les programme? Voilà. Est-ce que détecter un comportement anormal, est-ce qu'on va cibler des formes de discrimination sociale au Maroc? Est-ce que dans la rue, pendant un match de foot, en fonction de, d'où vous venez, ou, vous voyez, parce que ça, c'est discriminatoire aussi chez nous socialement. Est-ce que certains, socialement, vont être beaucoup plus orientés les caméras sur eux, des comportements plus anormaux? C'est toutes ces questions-là que ça soulève. Et ça, ce n'est pas ni débattu, ni encadré. C'est ça que je veux dire. Je vais revenir à ce que vous avez dit, je vais dire quelque chose d'encore plus grave, de mon point de vue. Si vous avez dit qui est-ce qui les programme. Et moi, je pense, encore une fois, et j'aimerais bien avoir la réponse à ça, c'est est-ce que ce sont des choses qui sont programmées ici, ou ce sont des choses qu'on a achetées à l'extérieur, et dans ce cas, les algorithmes sont faits par d'autres pays, et peut-être que les données ne sont pas ici. Oui, qui fait les algorithmes, effectivement. On parlait avant le début de l'émission, Sani, de cette entreprise américaine, Clearview, qui est en charge justement de la récolte des données personnelles et que l'on sait proche des cercles d'extrême droite, particulièrement proche de Donald Trump et qui a des pratiques particulièrement discriminantes. Vous pensez à ce genre de groupe, par exemple? Non, je ne sais pas. Je ne connais pas le sujet. Je ne sais pas qui est-ce qui a gagné l'appel d'offres. Je ne sais pas quelle est la technologie qui est utilisée. Je dis simplement, faisons attention aujourd'hui que si
il y a programmation, comme vous le dites. C'est des programmes qui sont faits ici localement par des entreprises marocaines sur des sujets marocains, contrôlés de manière marocaine, et nos données restent chez nous au Maroc. C'est tout ce que je dis. Il faut faire très attention à ce que les données des visages des Marocains et de leur comportement et de leur déplacement, etc., ne se retrouvent pas ailleurs, à l'extérieur, parce que ça, c'est un vrai sujet. Mais c'est un sujet qui se pose même en France. Le débat était autour de ces algorithmes-là, qui les a, j'imagine, qui les fait. Et comme c'est des appels d'offres qui ont été gagnés, etc., il faut faire attention à ça, parce que je pense que c'est important. On est en mesure de se poser cette question, on est en droit de se poser ces questions-là et d'avoir des réponses, d'autant plus que ça aussi, c'est cadré, c'est encadré par une loi, par notre loi, et donc il faut faire attention à ce que on ait des réponses très concrètes sur ces sujets. Le système est en place, mais en demi-teinte, assez pour donner l'illusion de la modernité, pas assez pour en tirer tous les fruits. C'est ce qu'écrit notre confrère Younes Saouri, journaliste à Tel Quel, qui a longuement travaillé sur cette thématique. Tel Quel, on le rappelle, qui consacre un dossier spécial cette semaine. Cette formulation, Nadia Hachimi Alaoui, le système est en place, mais en demi-teinte. Qu'est-ce que ça dit de la méthode Maroc sur ce terrain ? Technosécurité, pas technosécurité, on a un pied dedans, mais pas vraiment. On ambitionne de rentrer un petit peu dans les critères et les standards internationaux, mais on n'y va pas franchement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense qu'on a une culture sécuritaire assez ancrée à la fois, et que ces technologies, je pense que ça peut que participer peut-être à alimenter effectivement, que ça soit reçu de manière positive par l'appareil sécuritaire marocain, je n'en doute pas un seul instant. Qu'on y a à la demi-teinte, je maîtrise pas assez les enjeux aussi autour des rapports de force pour mettre ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que encore une fois, c'est ce côté technologique. De très moderne, qui finalement permet aussi de lisser encore plus la dimension politique autour de ces questions-là, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pas, pour moi, il s'agit pas tant de pour ou contre, c'est plutôt d'avoir un débat et dans ce débat de pouvoir être suffisamment éclairé. Pour pouvoir prendre des décisions. Parce que alors, dès que vous parlez technologie, après, on peut aussi vous noyer dans un débat d'algorithmes, alors que c'est assez simple. Et la question que ça soulève, pensez quand je disais ça tout à l'heure sur la question de qui on va surveiller plus, des formes de discrimination, de communautés, de groupes sociaux au Maroc, qui sont, à mon avis, c'est plutôt, faut pas croire que ça va être que le sac à main dans le boulevard chic qu'on va pouvoir détecter. Je veux dire, on n'est pas du tout de cet ordre-là. On peut aussi aller mettre encore plus la pression sur des populations qui sont déjà sous pression, qui peuvent être déjà sous pression forte. Et la question que ça pose, là encore pas de débat, c'est quel type de criminalité on a au Maroc ? Quel type de criminalité permettrait aussi de pouvoir justifier ce type, en tout cas, d'investissement massif. Alors, si on n'a pas de débat, on a des chiffres. On a en tout cas les chiffres qu'on a des taux d'incarcération ou de détention. Là, on a un taux de détention déjà extrêmement fort. Au Maroc, on a une surpopulation carcérale. Mais pas des gens pas des terroristes. Exactement. Un taux de détention très fort. Beaucoup de gens qui signent des mauvais chèques, etc. Mais justement, quand vous regardez parce que l'administration des prisons publie la détention préventive, chiffres, mais qui est un dossier à part. Exactement. Pour en faire un autre débat. Détention préventive, mais il y a surtout une chose, c'est que on a soit de la petite délinquance. Quand vous voyez les peines de prison, c'est des peines de prison dont la durée est assez courte. Donc, est-ce que avec ces caméras, c'est de prévenir cette petite délinquance qui laisserait? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Et à ce moment-là, est-ce que ça va être une aide à la police? Est-ce que c'est le but principal, ou est-ce que ça va encore un peu plus loin, puisqu'on a une opacité totale aussi sur la criminalité? Je comprends pas en quoi ça va prévenir.
En quoi ça peut ? Ça peut réduire la criminalité. Non, je puisque comprends pas. par rapport à des justement systèmes aussi de police prédictive qui pourraient reposer justement sur les... Donc ça veut dire quoi ? On va arrêter les gens avant qu'ils commettent un crime ? Non, mais c'est ça la détection. Je comprends pas ce que la prédiction. Ça a été déjà déployé à l'étranger et ça pose aussi la question, vu qu'on rentre un petit peu dans ces dynamiques de reconnaissance faciale, est-ce que ce modèle pourrait être de détection des comportements reproduit au Maroc ? Voilà. En tout cas, c'est l'argument qui est donné. Oui. Et l'argument légitime, pas l'argument légitime, mais l'argument communicationnel autour, c'est autour de ça. Mais ça pose vraiment déjà la question où on a déjà une criminalité. Enfin, on n'a absolument aucun chiffre réel, enfin, au-delà de l'incarcération, de cette question de la criminalité au Maroc. Certains vous diraient, Nadia Hachimi-Alaoui, que la DGSN communique quand même pas mal sur ses actions, non, mais je veux dire, on n'a pas de profil, voilà. Oui. On n'a pas, au-delà effectivement, alors d'une surcommunication surchiffrée sur les chiffres, mais les chiffres nous montrent déjà qu'on a une petite délinquance, qu'on a aussi beaucoup de gens en détention préventive, c'est-à-dire que déjà avant même les caméras, on arrête déjà beaucoup de gens avant. Vous parlez plutôt d'une analyse sociologique du phénomène, de son évolution ces dernières années. Exactement, en tout cas, de se poser la question sur notre criminalité et effectivement nos manières d'agir. Je pense que fondamentalement, c'est ça la question. Alors, Nasser Kessani, on l'a dit, il y a des échéances sportives d'envergure, vous l'avez précisé également, Nadia. Cannes 2025, Mondial 2030. Est-ce que le Maroc a vraiment le choix de s'en passer de ces nouvelles technologies ? Est-ce que finalement, les introduire dans une dynamique, une démarche de Smart City, c'est une manière de coller aux standards internationaux, de soigner son image à l'étranger ? Est-ce que c'est pas ça l'enjeu finalement ? Non, il y a peut-être un enjeu. Il y a probablement un enjeu sécuritaire pour des événements comme ça. Je peux le comprendre. On va recevoir des visiteurs. On a aussi nos propres criminels et on a besoin d'assurer la sécurité de ces événements. Je peux le comprendre, ça a du sens et il n'y a pas de sujet autour de ça. Maintenant, ce n'est pas un sujet de Smart City. Je ne suis pas d'accord. Smart City, ça veut dire une ville où on circule de manière fluide. Donc, j'aurais aimé des caméras et en sécurité. Mais il n'y a pas que la sécurité. Il y a aussi les bouchons. Il y a aussi la qualité de l'air. Il y a aussi un tas d'autres choses qui peuvent être qui peuvent être réglées par ces caméras intelligentes avec de l'intelligence artificielle. Et au lieu de le mettre là, au service de une meilleure circulation, une meilleure fluidité, un meilleur transport, une ville plus intelligente, plus propre, plus, en fait, on ne focalise que sur la sécurité. Non, il n'y a pas que la sécurité. C'est un enjeu. Mais il y a d'autres choses. On peut utiliser ces caméras pour éviter des accidents, pour que les feux soient beaucoup plus intelligents et qu'on soit beaucoup plus fluide. On peut utiliser cette technologie pour rendre la vie des citoyens meilleure, plus fluide. Ça aussi, c'est un enjeu. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qui me paraît très important, c'est que effectivement, on va déployer beaucoup d'argent et beaucoup de moyens sur un projet sécuritaire, et je peux le comprendre, je le remets pas en question, mais on a aussi d'autres enjeux dans lesquels les technologies peuvent rendre la vie du citoyen meilleure, tels que l'éducation, tels que la santé, tels que les services de e-gouvernement qui tardent à venir. Depuis des années, on les critique, mais quand il s'agit de faire soit des impôts, soit de la sécurité, on trouve l'argent technologique pour le faire. Moi, je me pose une question. Est-ce que finalement, la technologie, elle est surtout mise en priorité pour servir les intérêts de l'État et non pas les intérêts du citoyen? Il y a un enjeu qu'on peut débattre aussi de cette manière. On peut le regarder de cette manière. Je ne dis pas qu'il faut pas servir l'État, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver aussi à un moment donné pour prioriser et mettre au cœur de ce que c'est l'État, le citoyen qu'on doit servir, qu'il soit dans la ville ou qu'il soit dans la montagne ou au milieu justement, rural, merci. etc. Et j'insiste sur cette question d'adaptation aux standards internationaux, Nadia Hachimi-Alaoui. Est-ce que finalement, c'est une lubie, c'est pour soigner son image à l'international, c'est parce que la Russie l'a déployé en 2018 pour le mondial et que à Paris pour les JO de l'an dernier, on a également déployé ce système de surveillance. Maintenant, on parle de caméras, de vidéo-vigilance où il y a un glissement sémantique d'ailleurs pour optimiser le seuil d'acceptabilité de ces nouveaux mécanismes. Il y a deux choses. D'abord, je ne sais pas si c'est pour soigner son image, peut-être qu'on est aussi contraint. Vous savez que la question de la Coupe du Monde, c'est un cahier des charges de la FIFA dont on n'a jamais, là encore, débattu, qui est extrêmement lourd. Je ne le connais pas, je le connais sur certaines choses qui ont transparé dans la presse. Donc, on soit
obligé, ou en tout cas que ça passe aussi par une certaine mise à niveau d'un appareil et que ça en fasse partie, au-delà de soigner son image, on peut très bien imaginer que ça soit une contrainte. La question, c'est plutôt l'usage, encore une fois, qu'on en fera. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que ça va être un dispositif répressif, utilisé, qui va renforcer le système répressif actuel, ou est-ce que ça va être une aide, et ce n'est que ça, et ça, je veux dire, on parle de ça, une aide à la police pour rendre, disons, ces événements plus sûrs et participer à être aux critères nationaux. Et pour ça, ce débat-là, pour les deux, ces deux options, je vais dire, eh bien, il y a d'abord un contexte. Est-ce que notre système, le système de la pratique sécurité urbaine est suffisamment encadré? Est-ce que elle est aussi contrecarrée par des contre-pouvoirs? Vous parliez de la commission de protection des données, mais jusqu'où s'en est un quand il s'agit des questions de sécurité nationale? Est-ce que dans aussi la réglementation autour de tout ce que ça soulève autour non seulement de l'usage, qui vont être ces gens qui vont analyser l'image, qui va décider de qui on surveille, qui va définir ce qu'est un comportement, toutes ces questions-là. C'est intéressant que vous insistiez sur ce point, parce que précisément la loi 0809, j'imagine que vous connaissez très bien Nassal Koussani, dans son article 2, elle précise que la collecte de données à caractère personnel, quand ces données sont recueillies et traitées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure et extérieure de l'État, ça c'est encore un domaine qui ne concerne. C'est-à-dire ces données ne sont pas prises en compte par... Non, et c'est vrai. Cette régulation, collecte des données personnelles. La question, c'est quel est le territoire de cette sécurité? Si on l'étend et ça devient absolument tout. Moi, j'ai aucun problème qu'on fasse ça comme ce qu'on a fait pour Wekaitna. Vous l'avez dit et c'est intéressant. Je reviens sur cet exemple parce qu'il me parle très bien. On l'a débranché. Il n'y a plus de Covid. Est-ce qu'on va débrancher les caméras après la Coupe du Monde? Écoutez, en Russie, vraisemblablement, ça n'a pas été débranché. Si on l'a fait, si on le fait parce qu'il y a un cahier des charges de la Coupe du Monde, moi je veux bien. Mais au-delà de la Coupe du Monde, il y a plus cahier des charges, on peut l'arrêter. Ou on peut l'utiliser dans une autre logique. Donc, en fait, je peux comprendre d'une certaine manière qu'il peut y avoir une occasion particulière. On doit respecter un cahier des charges, etc. J'ai aucun souci là-dessus et on peut le comprendre collectivement, d'autant plus que on espère recevoir beaucoup de visiteurs. Maintenant, en dehors, on n'a pas besoin de garder cette surveillance entre guillemets de masse si elle l'est. D'accord, et l'utiliser à bon escient pour d'autres sujets. Encore une fois, la reconnaissance faciale n'a pas besoin la caméra peut servir à un tas d'autres choses que de reconnaître individuellement les gens. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Ne diabolisons pas l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle peut être utilisée pour un tas d'autres choses. Mais les caméras peuvent servir, comme j'ai dit, elles peuvent servir. Vous avez parlé de comment est-ce qu'on détecte un mouvement de foule. L'IA peut détecter à travers des choses que l'être humain ne peut pas détecter parce que c'est très difficile. Quand il y a 10 000 personnes qui sont réunies, qu'il va y avoir un mouvement de foule qui peut déclencher quelque chose. L'IA peut le faire. Elle peut déclencher des comportements comme ça. Elle n'a pas besoin de regarder le visage pour dire ça, c'est Ali qui l'a fait. Ça, c'est un autre sujet. Mais elle n'a pas besoin de reconnaître le visage. Elle a besoin de regarder le comportement global pour dire ça bouge ici ou là. On peut compter le nombre de personnes. On peut savoir est-ce que on a plus d'hommes que de femmes pour des raisons de marketing. On a besoin de savoir peut-être est-ce que il y a un objet qui a été laissé quelque part pour dire attention, il faut déclencher un robot pour aller parce que c'est peut-être une bombe. Il y a plein d'usages possibles. Mais de là à reconnaître individuellement les personnes est un autre sujet. Il y a un autre problème parce que on l'oublie parce que la loi traite de ça. C'est très important. La loi sur la protection des données, elle parle de traitement des données. Donc, on collecte des données pour les traiter. Elle ne parle pas de récolte de données. Oui, non, il y a la récolte, mais il y a surtout, on parle de traitement. Et le traitement des données, ça définit quelle est la finalité, le pourquoi. C'est essentiel de garder ça en tête. La loi, quand elle parle de traitement, elle dit il y a une finalité. Et cette finalité doit être acceptée par la CNDP dans certains cas. C'est-à-dire qu'elle dit, c'est quoi la finalité? Pourquoi vous allez la collecter? Je veux comprendre les détails de cette finalité. Et il y a un deuxième sujet qui est très important pour la CNDP. Dans notre loi, c'est combien de temps on va garder ces données?
Et quel est le temps réglementaire, tiens? Non, mais ça dépend. Ça n'a pas encore été défini. Si on est dans un système bancaire, peut-être les données doivent rester pendant 7 ans ou 10 ans parce que la loi bancaire l'exige. Ça dépend des cadres. Ici, combien de temps on va les garder? Est-ce qu'on va garder les données indéfiniment ou est-ce qu'on va les garder pendant quelques semaines et on va les effacer? Parce que si on doit garder les données pendant indéfiniment et on va revenir chez quelqu'un qui va se présenter aux élections quelque temps après et on va lui dire mon ami, on t'a vu il y a 3 semaines et on lui sort des dossiers, là on n'est plus dans les libertés individuelles. Vous voyez, en fait on va sortir du cadre de comment la loi donc il faut l'encadrer. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important. Le danger fondamental, c'est les droits humains. Les dispositifs de la loi sont là, ils existent, il faut la faire respecter. Quelle que soit l'autorité qui l'utilise, que ce soit une personne, une entreprise ou l'État, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Ou alors on ne fait pas la loi. Mais on peut pas dire que la loi s'applique à lui, mais pas à lui. C'est quoi ce délire? On doit faire appliquer la loi à tout le monde, même quand il y a la sécurité. Il faut le faire appliquer la loi. Même quand il s'agit de défense nationale, il faudra. Non, mais la défense nationale, il ne faut pas que mettre transparence. Non, mais la défense nationale, c'est l'armée, c'est autre chose, c'est un autre sujet. D'accord. Là, on est dans la surveillance des stades. On n'est pas dans. Non, pas que la surveillance des stades, la surveillance des villes. On est dans la surveillance des villes, etc. Donc on est dans la surveillance des villes, on est dans une question de sécurité. Dans la surveillance peut-être des mosquées, dans la surveillance, on va mettre où est-ce qu'on va les mettre partout. Mais justement, c'est l'argument de sécurité nationale qu'on va vous employer. En tout cas, et à partir de là, on n'est pas que dans surveiller les vols dans un supermarché. En tout cas, s'il y a un exemple, il y a un pays qui inquiète dans ses pratiques et qui cristallise de nombreuses peurs, peut-être même de nombreux fantasmes, et qui est cité à juste titre, évidemment, par de nombreuses ONG. Amnesty International y a consacré d'ailleurs un long, très très long travail d'enquête. Eh bien oui, c'est la Chine. C'est la Chine, Nassar Kashani. Il y a un système de crédit social. Là-bas, on paye avec son visage, il y a un système de notation, et bien sûr le pouvoir aussi s'en sert pour justement mettre à l'écart toute opposition ou velléité d'opposition. Or, la Chine, aujourd'hui, et on l'apprend grâce à l'enquête qui va être publiée dans le dossier spécial de cette semaine de Tel Quel, pilotée par Anaïs Lefébure, je le rappelle, et Younes Saouri, on apprend que la Chine est en pole position dans le marché marocain pour fournir ces dispositifs de sécurité aujourd'hui. On peut les remercier de nous l'apprendre parce que c'est justement pas des choses qui sont... Parce que derrière, il y a aussi des logiques économiques extrêmement importantes. Ils ont une technologie qui fonctionne. Et qu'ils ont des bons prix, mais c'est peut-être pas la Chine. On ne sait pas qui. C'est une bataille entre plusieurs pays, et ça va être très difficile. Il y a eu des noms qui ont circulé, mais oui, effectivement, il va y avoir une bataille technologique. Vous nous confirmez que c'est la Chine aujourd'hui, en tout cas, qui est le... Je ne confirme rien du tout. Je ne suis pas dans les appels d'offres, etc. Moi, je regarde de l'extérieur et je ne veux pas... Mais effectivement, la technologie, il y a beaucoup de pays qui l'ont. Les Américains l'ont, les Anglais l'ont, les Israéliens l'ont, les Chinois, Israël, ils ont la technologie, etc. Donc, il y a plein de pays qui ont cette technologie. C'est aussi des technologies qui, derrière, se greffent aussi des enjeux géopolitiques, diplomatiques, sur lesquels économiques très forts. Et ça pose aussi des enjeux de cybersécurité. Et là encore, c'est beaucoup plus technique puisque collecter et utiliser, mais aussi protéger ces données de toute attaque, c'est aussi un enjeu de taille, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que en plus c'est pas un problème simple. Absolument. Parce que on a des ennemis qui ont intérêt à vouloir obtenir ces données et qui vont tout faire s'ils pensent qu'il y a des choses importantes dans ces données, qui vont tout faire pour les obtenir. Et ils sont très forts du point de vue de cybersécurité et de cyberattaques. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Et est-ce qu'on est capable de se défendre contre eux? C'est un vrai sujet. Donc, c'est pas simplement les collecter, effectivement. Nadia Chimia-Halaoui, un dernier mot avant de conclure. Oui, pour rester sur le plan politique, vous voyez le débat qu'on a, et le débat, l'enjeu est vraiment centré autour de questions technologiques, autour de questions... Et moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est ce que ça nous dit aujourd'hui de l'état des rapports de force politiques au Maroc. On voit bien l'absence totale de prise en main de ce débat, d'accord, par les associations de droits de l'homme, tout le champ des droits de l'homme. Et ça nous montre l'affaiblissement vraiment très fort au Maroc du camp, je vais dire, un peu libéral. C'est vraiment ça que je retiens, parce que sur la question technique, alors là je laisserai Nasser en parler, je suis absolument pas du tout, complètement nulle sur le sujet, mais sur le plan politique, c'est-à-dire c'est vide.
Personne ne s'est emparé de cette question. Et ça renvoie aussi, ça nous permet aussi de faire un état des lieux où en sont les droits de l'homme au Maroc. C'est-à-dire que, il me semble que depuis qu'on a fait l'instance équité-réconciliation, en 2005, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, ça fait déjà 20 ans, on a le sentiment que c'était derrière. Finalement, que c'est derrière nous, c'est fini, les années de plomb, les pratiques autoritaires. Et il y a eu comme ça, un affaiblissement, sans parler d'une forme de notabilisation du champ des droits de l'homme. Et puis, vous avez eu un courant sécuritaire au Maroc qui a commencé à dire, regardez, on a fait des efforts en droits de l'homme, ça paye pas à l'international, et qui a repris la main. Depuis une dizaine d'années. Ça se voit très bien autour l'absence d'abord autour de procès, souvent avec des actes d'accusation pas possibles. Ça se voit un tournant sécuritaire aussi à l'absence de débat. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, dans tout le débat qu'on a, c'est-à-dire que ça n'est pas l'objet. On ne voit pas une prise en main politique de ces questions-là. Parce que c'est ça l'enjeu. Après, les questions techniques, on les règle. On trouve une base légale, on peut avoir des débats à l'infini entre l'efficacité ou pas, mais fondamentalement, ce que ça nous dit de la société politique aujourd'hui au Maroc, c'est un champ démocratique et libéral, mais quasi muet, quasi inexistant. Certains pourraient vous rétorquer qu'il y a aujourd'hui d'autres priorité, si j'ose dire, et je mets ça entre mille guillemets, l'inflation, la hausse des prix, le stress hydrique, mais on va peut-être pas aller sur ce débat parce qu'on va y passer 3 heures et que peut-être que cette question n'interpelle pas prioritairement l'opinion publique. Mais justement, ça, en tout cas, conforte cette idée qu'on est dans un moment où il faut absolument pas politiquement prendre de risques, et que ça renforce le camp sécuritaire. Cette idée que on est dans une situation où économiquement c'est très difficile, que la moindre allumette, le moindre prétexte peut allumer, et donc ça participe. Alors il n'y a pas que la situation marocaine, regardez aussi ce qui se passe aussi à l'international. C'est-à-dire que ça participe encore plus, à éteindre les voix et ouvrir le champ. Justement, encore plus à ce caractère, à ces pratiques. Nassar Kestani, les politiques, les grands absents de ce débat, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Politique, association, droits de l'homme, ils sont société absents civile du et débat, politique. Les partis politiques sont absents, le Parlement est absent, les associations sont absentes, certains organes institutionnels sont absents du débat. En fait, il y a pas on n'en parle pas. Même du point de vue technologique, les gens n'en parlent pas. En fait, il n'y a pas de débat. Par contre, le lobby de la vidéosurveillance à reconnaissance faciale, lui, n'est pas absent. Mais c'est normal. Il y a des enjeux économiques, des intérêts économiques très forts. Et donc c'est tout à fait normal. C'est la fin de ce débat, de cet échange passionnant avec vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nadia Hachimi Alaoui, je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, également chercheuse et enseignante au sein de l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et en face de vous, Nassar Kestani, entrepreneur expert reconnu dans le domaine de la transformation digitale. Vous êtes également fondateur d'Akan, la première fintech de crowdfunding agréée par la Banque centrale au Maroc, et vous êtes aussi président de l'association marocaine des délégués à la protection des données personnelles. Merci Nassar d'avoir été avec nous. Merci, un plaisir aujourd'hui. Tel quel talk, ce n'est pas terminé. Restez avec nous. On revient dans quelques instants pour le Zoom de la rédac. Dans le Zoom de la rédac, on vous propose une immersion dans les coulisses de nos rédactions. L'idée, c'est de comprendre comment nos journalistes traitent les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Dans ce numéro de Tel quel talk, on parle du déploiement des caméras de surveillance à reconnaissance faciale au Maroc. Tel quel y consacre sa couverture. Un dossier réalisé conjointement par Younes Saouli et Anaïs Lefébure. Anaïs a accepté d'en parler. Bonjour Anaïs. Bonjour Bouchra. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que tu es rédactrice en chef adjointe de Tel quel. Alors en juillet 2021, Anaïs, Tel quel parlait déjà de ce sujet avec en gros titre « Nos villes sous haute surveillance », un dossier sur lequel tu avais travaillé à l'époque avec Mehdi Mahmoud, qu'on salue au passage. Pourquoi avoir choisi d'en reparler à nouveau 3 ans après ? Alors, en effet, il y a 3 ans, on avait abordé ce sujet-là. À l'époque, à Casablanca, il y avait eu un appel d'offres pour un vaste projet donc de vidéosurveillance de la ville, qui a depuis été annulé puis remis sur le tapis. Mais donc, on avait choisi de parler de ce sujet qui surtout concerne en fait beaucoup de villes au Maroc, qui depuis une dizaine d'années commencent à se fournir en matériel de vidéosurveillance. Et ça pose évidemment la question de
l'usage qui est fait des images qui sont prises par ces caméras, notamment celles qui utilisent la reconnaissance faciale. Et Anaïs, on entend souvent que la pandémie a été un moment d'accélération assez inédit pour le développement et l'installation de ces nouveaux dispositifs de surveillance. Mais pour autant, est-ce que tu as le sentiment, toi qui as travaillé sur le sujet, je le disais, il y a 3 ans et qui a retravaillé là-dessus encore aujourd'hui, est-ce que tu as le sentiment que la démarche est acceptée, tolérée par l'opinion publique ? Alors, je ne peux pas parler à la place de tous les Marocains, bien entendu, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de sondage ou d'études à grande échelle faites au Maroc pour savoir un peu si les citoyens étaient pour ou contre l'installation de ce genre de dispositif. Mais on l'a vu donc ces derniers jours quand on a publié un article sur le dernier projet en date à Rabat, donc sur un vaste chantier encore de vidéosurveillance avec l'utilisation de la reconnaissance faciale. Les avis étaient très partagés, ça a été assez, un sujet assez clivant sur les réseaux sociaux. Voilà, certains, ont peur qu'on installe une sorte de Big Brother dans les villes marocaines. D'autres, au contraire, soulignent que c'est désormais nécessaire, en fait, pour garantir la sécurité des citoyens dans les villes. Donc, on voit que c'est un sujet qui fait débat, mais qui n'est pas encore vraiment saisi par les associations ou par la société civile, en tout cas à grande échelle. Et un mot avant de conclure, Anaïs, sur la CNDP, la fameuse commission en charge de la protection des données personnelles. Tu as contacté son président, Omar Serrouchni. Il ne semble pas avoir un avis totalement clair, totalement tranché sur la question. Oui, en effet, on l'a appelé. Il n'a pas souhaité répondre, en tout cas pas dans l'immédiat. Il nous a révélé qu'en fait, une enquête de la commission était actuellement en cours pour justement voir quels étaient un peu l'impact en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale dans ces systèmes-là. Et donc, il voulait pas communiquer avant les résultats de cette enquête. Et on attendra peut-être cette communication qui arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois. En tout cas, tel qu'elle suit de près le dossier pour mieux comprendre l'évolution de ce phénomène ces dernières années. Celui, on le disait, de l'installation de caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale. N'hésitez pas à consulter l'édition de l'hebdomadaire, tel qu'elle en date de juillet 2021. C'est précisément le numéro 958. Il est accessible sur telquel.ma et évidemment, le numéro actuellement en kiosque. Merci Anaïs d'avoir répondu à mes questions. Merci Bouchra. Anaïs Lefébure, je rappelle que tu es rédactrice en chef adjointe de Tel Quel. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Cet entretien est bien évidemment à retrouver sur les principales plateformes de téléchargement et aussi sur notre page officielle YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, de consulter l'ensemble de nos publications sur telquel.ma. À bientôt pour un nouvel épisode de Tel Quel Talk.